Droit de refuser une opération aux fumeurs, c'est ce que font certains hôpitaux anglais. La femme d'un cardiaque qui vient de mourir porte plainte. La Bosnie, accord à Genève sur Sarajevo, s'est confirmé, mais nouveau point de discorde, le drame de la deuxième ville bosniaque, Mostar, assiégée par les Croates dans des conditions dramatiques. La Russie, 2 ans après le putsch, quelle évolution, comment les Russes l'aperçoivent? Reportage dans ce journal. Un président français pour la BERD, la Banque européenne pour les pays de l'Est, Jacques de Larosière, vient d'être élu à ce poste en remplacement de Jacques Attali. Bonsoir, et avant tout cela, un coup de chapeau aux cyclistes français. En ce moment même, à Hamar en Norvège, se déroulent les championnats du monde sur piste. Premier jour hier et une médaille d'or pour Florian Rousseau. Deuxième jour aujourd'hui, un record du monde pour Philippe Hermenot. Résultat des courses avec François Brabant. Courir 2 lièvres à la fois, d'ordinaire, ça n'est pas à conseiller. Philippe Hermenot l'a fait ce matin et pour cette fois, il a eu raison. En se lançant à la poursuite de l'Allemand Bach, que voici, il a rattrapé puis battu son propre record du monde sur 4 km. 4 minutes 23 secondes 28 centièmes, c'est mieux que tout le monde, mieux que l'Écossais Aubry et l'Anglais Boardman, les 2 derniers recordmen de l'heure, qui ont terminé 2e et 3e. En demi-finale, Philippe Hermenot rencontrera un autre Britannique, Sean Wallace, avec de très sérieuses chances de succès. D'habitude, quand on dispute pour la première fois des championnats du monde, on va plutôt féliciter les autres. Là, c'est Florian Rousseau que ses adversaires sont venus féliciter. Ni Shane Kelly, l'Australien, battu pour 10 centièmes de seconde, ni Moreno, l'Espagnol, champion olympique, n'ont pu l'empêcher de gagner. Depuis 27 ans, l'ex-RDA trustait toutes les victoires sur la distance. Le dernier champion du monde français sur kilomètre, c'était Pierre Trentin, en 66. Florian Rousseau a pris la relève, sans complexe, un garçon en or à qui l'on souhaite beaucoup de petites médailles. L'actualité des vacances, ce sont aussi les accidents. Hier, nous avons vu les dangers de la montagne. Aujourd'hui, la mer rappelle brutalement qu'elle peut être dangereuse pour les vacanciers. Sur les plages des Landes, 15 baigneurs ont été victimes des courants dans les baïnes. 2 se sont noyés. Gilles Marinet. Ces sortes de piscines qui s'avancent de part et d'autre des bancs de sable, ce sont les baïnes, le cauchemar des sauveteurs du littoral aquitain. D'apparence tranquille, ces petits plans d'eau attirent les baigneurs qui souhaitent s'abriter des vagues. Mais à certaines heures de marée, la baïne se transforme en piège, l'eau reflue vers l'océan, créant un courant dangereux. Ici, il y a en fait une poche importante, ici un goulet d'étranglement et en fait une accélération d'eau qui part vers l'extérieur. Alors, ce qui trompe les baigneurs, c'est qu'ils croient que c'est une zone calme en fait. Voilà, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent traverser à pied, que c'est une zone calme, mais en fait, dès qu'ils perdent pied, ils sont emportés par le courant. C'est ainsi qu'hier, à Contis-Plage, dans les Landes, 12 baigneurs ont été aspirés vers le large. Tous repêchés par les sauveteurs, mais 2 décéderont de crise cardiaque. Pris dans un courant et des remous violents, les victimes s'épuisent à vouloir regagner la plage. Leurs poumons s'emplissent d'eau, alors qu'au contraire, il faut éviter de résister. Conseil de professionnels. S'ils décident de retourner sur leur point de départ en luttant contre le courant, ils vont se fatiguer, ils vont boire de l'eau et c'est le début de la noyade. Il vaut mieux qu'ils se laissent déporter plus au large. Tout à fait. Il vaut mieux qu'ils se laissent déporter au large sans paniquer. Baïne en patois gascon signifie petite bassine, mais ce péril présent sur des centaines de kilomètres de rivage a coûté la vie cette année à 5 personnes et nécessité plus de 1000 interventions de sauvetage. L'océan n'est pas un lac tranquille. Cas de conscience pour les Anglais. En Grande-Bretagne, certains hôpitaux refusent par principe d'opérer les patients qui fument trop. Or, l'un d'entre eux, qui n'a pu être opéré du cœur à temps, vient de mourir à Manchester. Jean-Daniel Flézaquier, problème d'éthique. Harry Elphick est mort le vendredi 13 août d'un infarctus. Son 2e infarctus. Après le premier accident en avril, son médecin l'avait adressé à l'hôpital Wythenshawe de Manchester, en Angleterre. Mais là, les médecins n'avaient pas voulu faire les examens qui auraient permis peut-être de faire un pontage, c'est-à-dire remplacer les artères coronaires malades de Harry. Motif de leur refus, Harry fumait 25 cigarettes par jour et pour eux, opérer un tel fumeur, c'était gaspiller du temps et de l'argent. C'est ce qu'ils avaient écrit de façon plus diplomatique à ce malade et à son médecin. Harry voulait à tout prix être opéré quand même, alors il a cessé de fumer. Mais hélas, trop tard, il est mort avant qu'on puisse commencer les examens qui devaient l'amener sur la table d'opération dans quelques jours.
Aujourd'hui, Pat, sa veuve, se dit écœurée par ce cocktail de morale et d'économie qu'ont fait subir les médecins anglais à son mari. Et les médecins français qui vivent dans un contexte économique aussi difficile que leurs confrères britanniques ont du mal eux aussi à comprendre cette attitude. C'est inverser les données du contrat médical, c'est donner aux médecins une possibilité de jugement sur le comportement d'un malade, ce qui est tout à fait contraire à notre déontologie. Je pense que les choix que nous aurons à faire dans les années à venir, car il faudra en faire, ne doivent pas tenir compte de ces éléments. Il faut insister beaucoup sur les éléments économiques concernant le choix des thérapeutiques, mais en aucun cas insister sur le caractère personnel, le caractère du malade et sa personnalité. En France, un médecin peut, pour des raisons personnelles, refuser de s'occuper d'un malade. Mais il doit s'être assuré auparavant qu'un autre médecin tout aussi qualifié aura pris en charge ce patient. L'Égypte dans la tourmente de la violence. Un attentat vraisemblablement perpétré par les islamistes a eu lieu en plein centre du Caire. Bombe, attaque à la mitraillette contre le ministre de l'Intérieur égyptien. Le ministre est grièvement blessé. 4 personnes sont mortes dans l'attentat. 18 ont été blessées. Françoise Joly. Dans la ronde de ces ambulances qui évacuent les premiers blessés, un homme grièvement atteint, le ministre de l'Intérieur, le général Hassan El Alfi. Parce que c'est contre lui que cet attentat a été dirigé, rien n'a été laissé au hasard par les agresseurs. Une bombe télécommandée explose près de l'entrée du ministère. Aussitôt, 2 groupes ouvrent le feu sur sa voiture, au cœur du Caire, sur cette place la plus grande, la plus fréquentée de la capitale égyptienne. Confusion, panique. Le bilan de l'attentat est lourd, 4 morts essentiellement parmi les gardes du corps du ministre. Pour l'instant, aucune revendication. Mais pour les autorités égyptiennes, cet attentat est signé Jama el-Islamiyya, une organisation clandestine, intégriste, qui depuis 19 mois s'en prend sans relâche aux touristes et représentants de l'ordre. Mais ce matin, c'est un symbole qui a été frappé. Le général Hassan El Alfi dirige la lutte contre les extrémistes musulmans. Alors c'est peut-être pour montrer l'échec partiel de cette stratégie de la terreur que ce soir, la télévision égyptienne diffuse ces images. Le ministre de l'Intérieur sur son lit d'hôpital, affaibli, blessé par balle, mais en vie, est capable de répondre à une interview. C'était trop beau. Les négociations de Genève sur la Bosnie sont de nouveau dans l'impasse. Cette fois, les Serbes ne sont plus en cause, ce sont les musulmans et les Croates qui ne veulent plus négocier. Ils s'accusent mutuellement d'atrocités à Mostar. Et c'est vrai que Mostar est une ville martyre oubliée. On parle toujours de Sarajevo. Et pourtant, Mostar est la 2e ville du pays. Elle est encerclée non pas par les Serbes, mais par les Croates. Même les convois humanitaires ne peuvent y parvenir. Les Croates les empêchent de passer. Véronique Tavo. D'offensive en contre-offensive, Mostar, la ville martyre, aujourd'hui presque totalement coupée du monde. Depuis 2 mois, pas un seul convoi humanitaire n'a pu ravitailler la population civile. Les rares points d'eau sont sous le feu des tireurs embusqués. Les habitants qui n'ont pu fuir tentent aujourd'hui désespérément de survivre. Pour les blessés toujours plus nombreux de l'hôpital de Mostar, on ne parle pas d'évacuation, trop risquée, dit-on. Alors, il faut faire avec ce qu'il y a, c'est-à-dire presque rien. Ici, on manque de tout, et surtout de lits. Attaque à l'arme lourde ou artillerie légère, les 35 000 musulmans du quartier est de Mostar ne font aujourd'hui plus la différence. Après avoir subi pendant plusieurs mois l'assaut de l'armée serbe, ce quartier fait désormais l'objet d'un pilonnage systématique des forces croates. Car l'enjeu ici est simple, un seul regard sur une carte suffit à l'expliquer. L'objectif, dessiner la frontière d'une grande Croatie, d'où la nécessité de contrôler Mostar en détruisant tout ce qui est musulman. On appelle cela épuration ethnique. Arrestation massive, l'ONU fait aujourd'hui état de l'existence de camps près de Mostar. 2200 musulmans y seraient détenus. Nous sommes en négociation avec les Croates parce que nous savons qu'il y a en tout cas 3 autres camps dans la région. Pour l'instant, nous n'avons pas encore obtenu l'autorisation de les visiter. Et toujours, selon le HCR, ces prisonniers seraient utilisés sur la ligne de front pour effectuer des travaux militaires. Un acte grave de la part des Croates, en violation à toutes les conventions de Genève sur les prisonniers politiques. Demain, les présidents serbes et croates, Milosevic et Tudjman, vont se rendre eux-mêmes à Genève pour tenter de débloquer les négociations sur le découpage de la Bosnie, on devrait peut-être dire le dépeçage.
Sur Sarajevo, en revanche, un accord définitif a été conclu à Genève, démilitarisation et contrôle de l'ONU. Quoi qu'il en soit, Sarajevo est aussi une autre ville bosniaque martyre. Et voici un exemple de la vie quotidienne qui montre bien le désespoir de la population. Les femmes enceintes sont de plus en plus nombreuses à avorter, à ne pas vouloir mettre leur enfant au monde. Aubry Edler, Christian Leroux, reportage. Quand on entre dans ce département de l'hôpital, on est immédiatement saisi par l'atmosphère lugubre, sordide qui s'en dégage. Une cinquantaine de femmes attendent ainsi chaque jour de se faire avorter gratuitement par les gynécologues de Koševo. On y trouve toute la société de Sarajevo, ouvrières, bourgeoises, paysannes, vaincues par la guerre, la pénurie de vivres, d'argent et d'espoir. Mais parce que les structures familiales et morales n'ont pas résisté aux 16 mois écoulés, on rencontre aussi de très jeunes filles. Elles se cachent de leurs parents et de notre caméra. Je n'ai pas les moyens de faire naître cet enfant. Je n'étais pas mariée avec le père et il a été tué en juin dernier dans la bataille de Jouch. En plus, les miliciens essaient de m'exproprier. Ça fait 10 jours que je viens ici. J'ai vraiment besoin de cet avortement. L'attente paraît interminable, mais aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une chance, il y a un peu d'eau et d'électricité. Après une vague anesthésie locale, les premières arrivées pourront parvenir à l'unique petite pièce où l'on opère à la chaîne. Avant la guerre, il y avait 3 accouchements pour un avortement. Aujourd'hui, nous avons 2 avortements pour un accouchement. Il n'y a plus aucun moyen de contraception. Et puis les femmes ne peuvent pas aujourd'hui assumer une naissance. 1 heure de repos et la femme blessée peut retourner chez elle. Au bout du couloir, en maternité, quelques femmes auront ce matin donné la vie, mais ici, la détresse et la misère ont gagné la bataille. Et pendant ce temps-là, les grands pays, entre guillemets, multiplient les gestes de paix. Témoin du désarmement entre Américains et Russes. Témoin de ce désarmement, la destruction, celle-ci que vous allez voir, qui a valeur de symbole. Des avions B-52, les fameux bombardiers américains, détruits près de Tucson, au fur et à mesure que les Russes détruiront, eux aussi, leur arsenal. Et il faut tout de même savoir que ces B-52 que vous allez voir valent des milliards de dollars. Patrick Esther, spectaculaire. Et toc, fichu l'avion. Le B-52 du Strategic Air Command, pour être plus précis. C'est-à-dire l'une de ces super forteresses volantes chargées de larguer les bombes atomiques américaines sur Moscou. Hier après-midi, 2 appareils ont ainsi été guillotinés. Première application spectaculaire du traité START, visant à réduire les armes stratégiques et signée par les 2 ex-protagonistes de la guerre froide. D'ici à 7 ans, 300 B-52 subiront le même sort. Une destruction réalisée en plein désert de l'Arizona pour que les satellites espions russes puissent contrôler l'opération. Mais ces ailes et ces fuselages sectionnés ne doivent pas faire oublier que l'Amérique conservera encore plusieurs milliers d'ogives nucléaires montées sur des missiles modernisés en permanence, de quoi détruire plusieurs fois la Russie et même toute la planète. Les Russes, de leur côté, s'apprêtent à commémorer à partir de demain le putsch raté d'août 91. C'était il y a 2 ans, donc. Des manifestations sont prévues du côté des conservateurs qui regrettent l'ex-URSS, mais aussi du côté de ceux qui soutiennent le nouveau pouvoir. À l'occasion de l'anniversaire de ce putsch, Dominique Derda et Jean-François Bernigaud ont retrouvé la famille d'une des victimes. Avec elle, nos reporters ont fait le bilan de l'évolution de la Russie pendant ces 2 dernières années. Les fleurs sont fanées depuis bien longtemps et rares sont ceux qui viennent s'incliner devant la tombe des victimes du putsch avorté d'août 91. Drôle de coup d'État qui a précipité la chute de l'URSS, mais dont on ignore encore qui en était réellement à l'origine et pourquoi ce fut un tel fiasco. Pour moi, ils sont morts pour rien. Ce n'était pas un putsch, c'était une sorte de jeu. Dans la nuit du 20 au 21 août, les chars commencent à quitter la capitale, l'opération a échoué. On sait aujourd'hui que c'est par accident que 3 jeunes manifestants venus défendre le Parlement vont mourir écrasés sous les chenilles des blindés. Mikhail Gorbatchev, de retour à Moscou, leur décernera le titre de héros de l'Union soviétique. Alexandre Roussov vit dans le souvenir. Depuis peu, il milite, timidement, dans les rangs démocrates. Il assiste aux rares séances du procès des putschistes. Son fils unique, Vladimir, est l'un des 3 à avoir payé de sa vie. La famille conserve religieusement photos et médailles. Certes, ils auraient préféré l'ordre de la Russie plutôt que celui de Lénine. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. Autrement dit, ce sang a permis qu'il n'y ait pas plus de sang versé. C'est certain, j'en suis sûr, maintenant il ne peut pas y avoir de retour en arrière.
c'est sûr. Mais aujourd'hui, les temps sont durs pour la famille Oussov comme pour la majorité des Russes. La libéralisation a d'abord signifié la hausse des prix. Pourtant, Sophie Petrovna Oussova ne regrette rien des temps passés. Ces jeunes sur les barricades, ils luttaient pour la liberté. On ne se demandait pas si après, la vie serait plus difficile ou plus facile. Tout simplement, on en a eu assez de vivre, comment dire, sous la botte. Toute sa vie, Alexandre le Père l'a passé sur des navires de guerre ou dans des sous-marins. Il était amiral. La mort de son fils fut sa plus grosse tempête. Il espère qu'aujourd'hui, le calme est revenu pour longtemps. Et à Moscou, aujourd'hui, Boris Yeltsin décorait un Français. Il décorait le Français Jean-Pierre Aigneret, le cosmonaute, le voici. Jean-Pierre Aigneret, que nous avions reçu il y a 15 jours dans ce journal. Aigneret, vous le savez, a passé en juillet 3 semaines dans l'espace avec les cosmonautes russes, décorés donc par Boris Yeltsin cet après-midi. Je vous le disais en titre, la BERD a un nouveau président, c'est un Français, l'actuel gouverneur de la Banque de France, Jacques Delarosière. La BERD, c'est cette banque créée pour le développement des pays de l'Est, une banque qui était présidée jusqu'à présent par Jacques Attali, jusqu'à sa démission. Yannick Le Tranchant. On peut imaginer, si les choses vont très bien, qu'on aille jusqu'à 10 écarts. Jacques Delarosière n'a pas la réputation d'avoir le sourire facile. On le dit peu bavard, rigoureux, austère. Il est surtout pragmatique et diplomate. Fils d'un officier de marine, il est un pur produit de la haute administration française. Énarque, inspecteur des finances, il accède à la direction du Trésor. Sa carrière s'internationalise, l'OCDE, le groupe des 10, puis le FMI, le Fonds monétaire international. Il en sera le directeur général pendant près de 10 ans. Grand négociateur, il assoit sa réputation et obtient même la confiance de Washington. En janvier 87, il devient gouverneur de la Banque de France, poste convoité mais difficile. Le domaine monétaire est par nature fluctuant, il lui faudra batailler ferme contre les marchés et les spéculateurs. À 63 ans, Jacques Delarosière succède à Jacques Attali. Ce dernier, très critiqué, avait démissionné il y a quelques semaines. Un rapport interne et surtout la presse anglo-saxonne parlait de dépenses excessives pour l'aménagement du siège londonien de la banque et les déplacements de son président. La même presse semble aujourd'hui accueillir plus favorablement l'arrivée d'un autre Français, aux manières plus britanniques cette fois. Panne de son aujourd'hui dans le feuilleton de l'été. L'affaire Melik, OM Valenciennes. Journée calme en effet, hormis tout de même la mise en garde à vue d'un 6e collaborateur de Jacques Melik, la maire adjointe de Béthune. On a appris d'autre part que 2 enquêteurs de Lille sont partis pour la Martinique pour interroger l'attaché parlementaire de M. Melik. Cet attaché parlementaire est en vacances là-bas. Tristesse à Lucerne en Suisse. Le célèbre pont de bois a été détruit presque totalement par un incendie la nuit dernière. Il pourrait s'agir d'un geste criminel. Philippe Boisserie. Les Suisses aimaient leur pont de la Chapelle comme on vénère un vieux sage portant fièrement ses 660 ans d'histoire. Ce pont, né en 1333, rempart contre les bateaux ennemis, trait d'union pour marchands et voyageurs entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, est parti en fumée cette nuit en quelques minutes. Les 150 pompiers dépêchés sur place n'y ont rien pu. Les flammes ont dévoré presque tout l'édifice. Un appétit attisé par les très nombreuses toiles d'araignées qui garnissaient les poutres. Seule la tour octogonale, plantée au milieu des 200 mètres de pont, a résisté. Le sinistre, parti d'un bateau garé sous l'édifice, pourrait être d'origine criminelle. Alors, ce matin à Lucerne, la colère se mêlait à la consternation et à la tristesse. Car sous le pont se cachait aussi un autre trésor. Ses peintures, petits traités d'histoire sur la ville et les exploits des premiers confédérés. On y racontait déjà des histoires de feu. Les autorités municipales ont d'ores et déjà annoncé qu'elles feraient reconstruire et le pont et les fresques, quel qu'en soit le coût. Le monument était assuré pour près de 300 millions de francs. Les travaux devraient coûter encore plus cher. Le plus ancien pont en bois couvert d'Europe mérite bien d'être restauré dans toute sa splendeur. En Méditerranée, collision entre un pétrolier et un sous-marin nucléaire français, le Ruby. Des dégâts mineurs, mais le pétrolier a tout de même été éperonné et du pétrole brut s'échappe de ses soutes. Et si l'on parle souvent de la pollution de l'eau, que ce soit l'eau de mer ou l'eau douce, on parle moins de la pollution des plages elles-mêmes. Fin août, on s'en aperçoit, elles ne sont pas toujours bien propres. Outre les déchets divers, il y a aussi le sable qui lui-même est pollué. Un nouveau procédé a été expérimenté en Méditerranée et pour la première fois, une plage de l'Atlantique l'applique aussi, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Evelyne Dulac, Patrick de Mechmaker, plage verte.
Ce tracteur ne laboure pas, il dépollue. Un système pilote ici sur l'Atlantique. Cette station balnéaire classée pavillon bleu pour la qualité de l'eau a entrepris de désinfecter sans produits chimiques le sable de 2 de ses plages. Ce liquide pulvérisé, c'est de l'eau de mer. Elle est pompée à marée haute et filtrée. Un courant électrique transforme par électrolyse les sels de mer en liquide désinfectant. Dans le sable, on peut trouver plusieurs types de bactéries, de germes d'origine humaine et animale, en plus de ceux qui existent en permanence dans le sable. Et ces germes peuvent être à l'origine de certaines mycoses ou certaines dermatoses. C'est-à-dire que vous pouvez attraper des plaques, des boutons, des démangeaisons dues à la présence de ces germes. Ces bactéries sont amenées par les baigneurs et leurs détritus, mais aussi par les animaux comme les chiens ou encore les mouettes. La plupart des villes du littoral entretiennent régulièrement leurs plages, mais seulement en surface. L'originalité de cette opération, c'est justement de garantir aux baigneurs une propreté optimale de la plage. Des analyses du sable sont faites toutes les semaines avant et après la pulvérisation de l'eau bactéricide. Résultat, il y a 100 fois moins de microbes dans le sable qui a été traité. La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vient de lancer une campagne d'information. Objectif, séduire le touriste. Il n'a pas encore pris l'habitude de se renseigner sur la qualité du sable, mais nul doute que le besoin va être créé, va être connu, et le touriste, l'estivant, le plagiste va sûrement devenir très rapidement aussi exigeant pour la qualité du sable qu'il l'est pour la qualité de l'eau dans laquelle il se baigne. L'opération va pour l'instant se poursuivre tout l'été. Si elle donne satisfaction, elle pourrait s'étendre à d'autres villes et à d'autres sables. L'affaire de l'été en Israël, elle ne manque pas de saveur et elle fait même rire beaucoup d'Israéliens. Le nouveau film de Spielberg sur les dinosaures, Jurassic Park, qui va sortir en France à la rentrée, rencontre un triomphe là-bas. Tant et si bien qu'une société laitière a décidé de prendre les dinosaures pour logo. Fureur des extrémistes religieux. Vous allez comprendre pourquoi, c'est un problème de calendrier. Olivier Lerner, explication. Tara, le Danone israélien, a multiplié ses ventes par 3 depuis une semaine en accolant simplement sur chaque yaourt, sur chaque litre de lait, un dinosaure. Les chaînes marchent à plein régime, les enfants adorent, mais c'était trop beau. Les plus religieux n'apprécient pas du tout car selon les scientifiques, les dinosaures étaient bien là sur Terre il y a 100 millions d'années, alors que le calendrier juif a commencé il y a seulement 5753 ans. De ce fait, les dinosaures, symboles d'hérésie, ne sont pas compatibles avec des certificats cachers propres à la consommation. Autrement dit, ce yaourt est bon à mettre à la poubelle. Le dinosaure, c'est une sorte d'animal symbole qui tente à montrer que le monde n'a pas été créé par Dieu. La chasse aux dinosaures dans les supermarchés provoque d'interminables discussions. Alors c'est cachère ou pas cachère? Certains rabbins se montrent assez souples finalement, ce qui n'arrange rien. Il existe dans la tradition juive des théories qui sont reprises dans la Kabbalah, dans la tradition ésotérique juive, selon lesquelles le monde actuel dans lequel nous vivons n'est, si vous voulez, que le dernier avatar, si je peux m'exprimer ainsi, d'une succession de mondes qui auraient été construits et détruits. Le dinosaure, dans cette optique, appartiendrait à une étape antérieure à ce monde, et donc il n'y a absolument pas de contradiction avec le fait que le calendrier nous donne le chiffre de 5753, alors que le dinosaure, lui, aurait vécu des millions d'années. Un compromis est intervenu aujourd'hui. Le dinosaure quittera, bien malgré lui, la face des yaourts dans 3 semaines et sera remplacé par un animal plus banal. Steven Spielberg, le grand réalisateur, a le droit de faire fortune avec ses dinosaures en Israël, mais pas Tara, le petit laitier israélien. Nous parlions tout à l'heure de cyclisme et même je vous parlais d'un record du monde au début de ce journal, record du monde battu par un Français en poursuite, il s'appelle Philippe Hermenot. Eh bien il n'est plus recordman du monde car son record a été battu dans l'après-midi. En demi-finale en effet, et par qui? Par Graeme Aubry lui-même, celui-là qui avait défrayé la chronique il y a quelques semaines en battant le record du monde de l'heure. Voilà donc peut-être que Hermenot qui dispute l'autre demi-finale rebattra ce soir le record du monde encore. Panne d'image au championnat d'Europe d'athlétisme. C'était la journée de repos ce mercredi. On retient son souffle pour demain. Marie-Jo Pérec sera en piste. Et puis 2 garçons pourraient bien ramener des médailles. Diagana et Galfione. Laurent-Frédéric Bollet, Bruno Giraudon, Espoir. Stéphane Diagana ou la force tranquille.
Il y a comme une fausse nonchalance chez cet athlète de 24 ans, tout comme chez le recordman du monde Kevin Young, dont il a adopté la coiffure. Diagana, diplômé en mathématiques et qui sait compter. Il faudra sans doute descendre sous les 48 secondes pour accrocher une place sur le podium. Or pour l'instant, il n'y est pas encore arrivé. Diagana, fou de saxophone et qui connaît la musique. Depuis Barcelone, il n'a cessé de progresser, mais il garde la tête froide, conscient de ce qui n'est encore qu'un apprentissage. Ça allait très vite dans les autres séries aussi. Je risque d'avoir un couloir un petit peu défavorable pour la finale. Mais bon, quand on est en finale, l'essentiel est fait. Ce qu'il faut, c'est donner le meilleur de soi-même. Donc j'essaierai de faire comme ça et je pense que ça devrait aller. Diagana, valeur montante à l'instar de l'un de ses copains du côté du sautoir à la perche. Pour l'instant, ce matelas est encore recouvert d'une housse protectrice, mais c'est bien ce matelas qui décidera de la destinée de Jean Galfionne lors de ces championnats du monde. Jean Galfionne, beau gosse, belle gueule, mais surtout très bon sauteur à la perche. Il est recordman de France. Il peut faire très fort, c'est une de nos grandes chances à Stuttgart. Jean Galfionne, ou l'alliage de la puissance et de la finesse. À 22 ans, il est déjà l'incontournable leader d'une discipline où la France a connu quelques-unes de ses plus belles heures de gloire. Auteur de 5,93 m cette saison, performance reconnue par Boubka lui-même, il s'alignera en finale pour conquérir le bronze, histoire de maintenir quand même une forme de tradition. C'est des nouveaux perchistes avec des techniques qui ont un peu évolué. Et puis en fait, quand on saute, on ne pense pas à dire bon maintenant il faut que je sois bon parce que les autres ont été bons avant. Ça fait plaisir de savoir que c'est une nation qui a toujours été forte. Et puis, Galfionne ou l'ambitieux raisonnable porte-drapeau d'un sport renversant où un accident est toujours à redouter, que ce soit sur le matériel ou sur les résultats. Aujourd'hui, c'était une journée de repos à Stuttgart. C'était en fait une veillée d'armes. Il s'agit bien sûr des championnats du monde et pas des championnats d'Europe, comme je l'ai dit bêtement tout à l'heure en lançant ce sujet des championnats du monde, que d'ailleurs vous retrouverez en direct demain après-midi, en direct de Stuttgart, commenté par nos amis Bernard Faure et Patrick Montel. Dimanche prochain, en football, match important, Suède-France en qualification de la Coupe du Monde. L'équipe de France a commencé son stage à Clairefontaine, Samboli et Petit, qui sont forfaits, ce qui fait qu'on est déjà sûr que Lizarazu et Dogon seront titulaires. On sait aussi que c'est Lama et non pas Martini qui sera dans les buts de l'équipe de France. Yann Lavoie, Michel Levasseur, entraînement. Pour éviter tout malentendu, toute pression superflue pour les deux gardiens, Gérard Rouillet a abrégé le suspense. Il a choisi, c'est Bernard Lama qui gardera les buts de l'équipe de France dimanche contre la Suède. C'était un choix apparemment difficile à faire, pour lequel l'entraîneur a suivi son intime conviction. Je suis satisfait parce que je veux deux très bons gardiens. J'ai deux très bons gardiens de niveau international, de niveau européen, peut-être les meilleurs. Et mon choix s'est porté sur Bernard Lama, un point c'est tout. Autre certitude sur la composition de l'équipe de France, Jean-Luc Dogon sera titularisé à la place de Basile Boli au poste d'arrière droit. Les curieux ont donc appris ce matin que ce joueur de 25 ans a été formé à Laval avant de faire un détour au Matra Racing et de poser ses valises à Bordeaux. Dogon fait partie de l'heureuse génération championne d'Europe Espoir en 88. On découvrait alors les Cantona, Sylvestre, Sauzet. Dogon était parmi eux. Aujourd'hui, il les retrouve enfin en équipe de France A. C'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps que les autres, mais j'étais déjà jeune dans le groupe de France Espoir qui était championne d'Europe. J'ai eu un moment en deuxième division où bon, j'avais complètement perdu l'espoir d'aller en équipe de France, et avec le renouveau de Bordeaux, tout est allé assez vite et j'avais retrouvé une grosse ambition pour revenir au plan international. Au poste d'arrière gauche, on retrouvera la force basque de Lissarazu. Dogon arrière droit, Lissarazu arrière gauche, c'est comme à Bordeaux. Pour le reste de l'équipe, Gérard Rouillet est encore dans l'expectative, surtout pour composer son milieu de terrain. Ah, il a une certitude encore. Le ballon du match, ici à droite, sera inhabituel puisque suédois. Un ballon plus petit, plus léger, mais en bon entraîneur, Gérard Rouillet avait tout prévu. Le cinéma, l'actualité du cinéma reprend chaque année un petit peu plus tôt et c'est tant mieux. Et encore un premier film d'un jeune réalisateur. C'est le 3e qui sort cette semaine. Nous vous avons parlé d'ailleurs des 2 autres dans les journaux de 20h. Titre du film donc de ce soir, Je m'appelle Victor. Et le réalisateur a réussi à avoir Jeanne Moreau et Micheline Prel dans sa distribution. Didier Eppelbaum. Je m'appelle pas Basile, je m'appelle Victor. À 11 ans seulement, Basile s'est créé un curieux univers. Il se promène allègrement en 1917 ou en 1936, tout ça pour l'amour de Cécile qui le toise du haut de ses 16 ans. Basile a simplement compris que la séduction est une affaire d'imagination et de rêve. Rien. Les filles, elles aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Moi, je peux leur raconter plein, Cécile, des souvenirs, j'en ai plein. Comme si j'avais 70 ans. Facile, Basile a extorqué des souvenirs de Rose, sa grand-tante. Rose, c'est Jeanne Moreau,
séduite par la richesse du scénario et l'originalité du réalisateur Guy Jacques. Pour lui, c'est un premier long métrage. Elle, la star, n'a pas hésité. Ce qui fait ma vie, c'est mon plaisir. Et le plaisir, c'est la découverte, c'est la curiosité. C'est pas seulement le personnage, c'est le monde intérieur de la personne qui a décidé de faire le film. Ça me fait découvrir des choses. Pauvre Victor. Il l'a posé par terre pour me prendre dans ses bras et m'embrasser. Et le temps de se retourner, le trophée avait disparu. Ça nous a fait rire. Le monde de Guy Jacques est insolite et réel, un mélange de banalité et de bizarrerie. Il est à la fois drôle et tragique car la quête de Basile va déboucher sur la découverte du terrible secret de Rose et de sa demi-sœur. Tu crois que je vais supporter longtemps de prendre mon café en face d'une couleuvre? Bon, c'est pas une couleuvre. C'est un python melure. Oui, bah python melure ou pas, tu vas me faire le plaisir de virer ce machin-là et de remettre mes photos de mariage à leur place. Avec Micheline Prel et Julien Guillaumard, les grands-parents de Basile qui élèvent des caïmans dans une maison inondée, 3 célébrités ont prêté leur talent à une vraie histoire, comme on les écrit trop rarement dans le cinéma français. Fin de cette édition, tout de suite la météo. Nathalie Riouet annonce que demain il fera encore plus chaud à peu près partout. Il fera même jusqu'à 36 degrés dans le sud-ouest. Ce soir, vous serez encore bien sûr très nombreux à regarder Fort Boyard à partir de 20h50. La dernière édition du journal, ce sera Catherine Sellac vers 23h20. Bonne soirée sur France 2. À demain, 20h.